Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Aujourd'hui à l'émission, on va parler du projet Sexto mené par la police de Saint-Jean-sur-Richelieu, un projet qui a été initié à Saint-Jérôme en 2016. Et on va aussi parler de mouvements communautaires, le milieu communautaire qui est allé manifester tout récemment devant les bureaux du député Jean-François Roberge à Chambly. On va vous parler des raisons qui ont mené à cette manifestation. Mais d'abord, lundi dernier avait eu lieu la première pelletée de terre d'un important projet. C'est la mission Uniténé. C'est un projet destiné aux personnes de 65 ans et plus. Et je reçois Joël Gomez, qui est le directeur général de l'Office municipal du Haut-Richelieu, et Élise Ménard, directrice générale adjointe à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour, bienvenue chez nous. Bonjour. Donc, à quoi consiste ce projet? D'abord, M. Gomez, peut-être nous expliquer un peu ce projet. Oui, mais dans le fond, c'est une initiative du groupe Mission Uniténé qui est de construire 10 bâtisses qui sont exactement pareilles dans 10 villes à travers le Québec et dans le même temps. Donc, Actuellement, il y a 10 bâtisses qui sont en train d'être construites à différents stades pour une livraison idéale vers au printemps 2026. Donc, ce qui est un peu unique de cette façon de faire dans du logement social, c'est un peu une percée à ce niveau-là. Oui, voilà. Et comment la ville de Saint-Jean est entrée dans ce dossier-là? On dit que c'est un tour de force quand même que Saint-Jean ait réussi à avoir ce projet-là ici. Absolument. Dans le fond, nous, on a reçu l'appel le 13 juillet pour faire partie de la 10e ville, dans le fond, pour avoir le projet Mission Uniténé. En fait, c'est un désistement de la Ville de Québec, je pense qu'on peut le dire, qui a amené là, à la Ville de Saint-Jean. On était sur la liste d'attente, donc on a reçu l'appel le 13 juillet. Et là, ce qu'on devait faire pour embarquer dans le projet, c'est de donner, dans le fond, d'offrir un terrain constructible, donc dès maintenant, pour permettre l'implantation du 10e bâtiment, là, comme l'a nommé M. Gomez. Donc, à partir du 13 juillet, l'équipe s'est mobilisée pour trouver ce terrain-là. Donc, il se situe où, justement, le projet? Oui, bien, c'est sur la rue Champlain. Dans le fond, en arrière, là, dans le fond du 145 rue Latour. Donc, c'est adjacent aux locaux actuels là, de l'OMH. Là. Bon. Donc, Saint-Jean était là depuis le début. Il y avait une liste d'attente. Vous dites, là, c'est un record, c'est-tu jamais vu, qu'on puisse effectuer une première pelletée de terre aujourd'hui avec le délai d'inscription, en fait, de la ville de Saint-Jean, l'intérêt de la ville de Saint-Jean, dans le fond? Effectivement, moi, ça fait des années que je suis dans le domaine et j'ai jamais vu un projet où, à partir de « Ah, il y aurait une possibilité » à « Ah, on a la pelletée de terre ». Vraiment, c'est quelque chose d'exceptionnel qui est en train de se faire. Parce que là, on parle de 4-5 mois à peu près. Là. Vous disiez avant l'entrevue là, que des fois, des projets comme ça, c'est 5... Ça peut prendre jusqu'à 5 ans. Ça peut prendre jusqu'à 5 ans, bien, ouais, c'est ça. C'est ça, mais d'abord, le projet, il fallait qu'il soit constructif. Oui. Fait que ça, c'est l'avance qu'on avait sur le 5 ans d'habitude. Là. Mais effectivement, là, comme ville, il y avait tout le volet, justement, là, au niveau du lotissement, le cadastre, les actes de vente, préparer les ententes et le volet urbanistique également, donc la conformité réglementaire, etc. Donc, nous, on a des outils maintenant aussi pour nous aider en termes là, de construction, notamment les super-pouvoirs là, qui ont été donnés aux villes. Fait qu'on a utilisé ce pouvoir-là qu'on a eu. Donc, c'est un tour de force, mais on avait la chance d'avoir certains outils à notre disposition là, pour pouvoir aller de l'avant avec ce projet-là. Bon. À quoi ça va ressembler là, sur le terrain, là, ce projet-là? Là? Ça consiste à quoi là, pour les gens? C'est un édifice de 6 étages. On parle de 100 logements, comme on l'a déjà dit, qui va être vraiment en bordure de la rue Champlain. Il va avoir une vue sur le parc et aussi, dans le fond, naturellement aussi sur l'eau. Juste vraiment à quelques mètres de l'édifice qu'on appelle, dans le fond, le 100 portes, le 100 tours du 145 La Tour, que tout le monde connaît assez bien depuis quand même les années 80. Donc, c'est vraiment un site incroyable pour pouvoir faire du logement social. Parce que souvent, on pense que le logement social, on va les mettre dans un petit coin où est-ce que c'est un peu moins beau. Et là, pourtant, on leur permet d'avoir un endroit qui est vraiment exceptionnel. Bon. Je parlais en début d'entrevue là, que ça s'adressait aux 65 ans et plus, là, mais c'est une clientèle vraiment spécifique, là, à faible revenu. Oui. Donc les prix vont aller en ce sens-là. Là, Effectivement. Actuellement, dans le fond, disons le 3,5, où est-ce qu'il y a le plus d'unités, on parle de grosso modo, le montage financier n'est pas tout à fait fini, là, mais à 5-10 $ près, à peu près 630 $. Mais ça comprend le logement, l'électricité, le chauffage, le téléphone, l'Internet, la télévision. Il va y avoir laveuses, sécheuses qui sont fournies gratuitement également. Donc, c'est vraiment une offre qui est vraiment très exceptionnelle au niveau rapport qualité-prix.
Mission Unité Aînée, quand ils ont bâti leur projet, ils ont été calculés, une personne de 65 ans et plus, c'est quoi son revenu les plus pauvres, comment ils vont gagner? Et ils ont décidé, on veut offrir un logement, que la partie logement, ça va leur coûter uniquement 25 Et c'est à partir de ce calcul-là qu'ils ont décidé de construire la bâtisse. Donc, c'est vraiment en passant au coût le plus bas possible qui pouvait être offert que toute la suite du développement du projet a été faite. Et je pense que l'Office va faire œuvre pour la gestion de l'immeuble et de tout ce qui s'ensuit. J'imagine que ça s'inscrit dans la volonté de la Ville d'offrir plus de logements sociaux dans la Ville, parce que c'est un problème. On en a parlé avec la mairesse Bouchard un peu plus tôt. Donc ça s'inscrit vraiment dans une volonté de la Ville d'offrir ça à la population. Hein. Bien, absolument. D'ailleurs, il y avait des sommes qui étaient réservées pour un projet similaire, si on veut, justement en début d'année. Puis c'est ce projet-là qui ne s'est pas concrétisé. Donc, il y avait cette disponibilité budgétaire-là aussi pour permettre l'investissement. Donc, on était prêts. Comment fonctionne, je ne sais pas si vous pouvez répondre à la question, mais comment ça fonctionne au niveau du financement du projet? Est-ce que la Ville n'offre que le terrain? Est-ce que là, la Ville doit débourser un montant pour le projet, ou ça se limite simplement au terrain qu'on concède pour réaliser ça? Bien, il y a plusieurs volets, dans le fond, dans cette entente-là. Premièrement, nous, on a dû acheter une partie du terrain qui était à la SHQ, parce que là, on a une adjacence avec le projet actuel de l'OMH. Donc, on a acheté une partie du terrain. Donc là, il y a le volet, effectivement, qu'on a dû concéder à ce niveau-là. Puis ensuite, il y a les frais de personnalisation. Dans le fond, Mission Unité Aînée arrive avec un projet, comme l'a dit M. Gomez, tout fait. Et donc, tout ce qui est à personnaliser sur le terrain, notamment l'entrée d'eau, la distance, le nombre de stationnements. Eux, leur projet est à 13 stationnements. Nous, on en a mis quelques-uns de plus. Donc, l'aménagement autour, les arbres, justement, la replantation pour que ce soit conforme à notre vision. Donc, ces frais-là, ce sont des frais de personnalisation. Donc, on a aussi, dans le fond, une implication financière à ce niveau-là. Donc, sur les deux volets, c'est une implication de la Ville qui tourne autour de 4 millions. Là-dedans, on a inclus des frais de contingence. Il faut savoir qu'à la fin de tout ça, ça ne devrait pas être au-delà, mais ça pourrait être un peu inférieur. Donc, c'est l'engagement de la Ville au niveau immobilisation, qu'on pourrait dire, à ce niveau-là. Au niveau du volet entente, c'est notre partenaire avec notre partenariat avec l'OMH qui se continue. Donc, peut-être que là-dessus, vous pourriez en dire plus, M. Gomez. Oui, bien, effectivement. Dans le fond, une fois que le bâtiment va être présent, nous, on va le gérer. Ouais. Et dans le fond, ça va être la même liste qu'on a actuellement au niveau quand les gens ont besoin de logement. Donc, c'est sûr que nous, notre liste, la façon qu'elle est faite, elle est dynamique. Donc, plus une personne a des besoins, surtout financiers, donc plus son revenu est bas, plus elle va avoir de points, plus elle va être haute sur la liste. Donc, vraiment, l'idée, c'est de prioriser les moins bien nantis pour pouvoir qu'il y ait accès à ce logement. C'est ça, parce que je comprends, donc c'est l'Office qui aura à choisir les locataires du projet. Oui, tout à fait. C'est ça. Parlant de l'Office, donc c'est un projet important, on parle de 100 logements. Est-ce qu'il y a d'autres projets sur la table qui s'en viennent pour aider les gens dans la région? Vous pouvez pas m'en parler? Ou je sais pas trop? Écoutez, je travaille sur beaucoup d'autres projets. Un des projets sur lesquels on travaille, c'est au niveau de ce qu'on appelle les PSL, donc c'est des subventions qui sont attachées, mais qui sont dans le privé. Donc, qui permet de pouvoir rapidement, ce que les gens, au lieu de payer la totalité du loyer, ils vont payer 25 de leur revenu, et on attache avec des propriétaires. Avant cela, il faut que la Ville accepte, parce que la Ville, dans tous les projets que nous, on administre, paye 10 Notre objectif, c'est d'aller voir aussi d'autres villes avec qui on n'a pas d'entente et de signer en toute la ruralité. Oui, on a d'autres projets au niveau de construction. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on regarde au niveau du modulaire, qui peut être très, très, très intéressant au niveau de la rapidité et au niveau des coûts. Écoutez, sur la planche à dessin, actuellement, j'ai entre à peu près 500... porte en... Mais comme je le disais, entre le fait d'avoir une bonne idée et qu'elle devienne concrète, ça peut être très, très long. Oui, vraiment, le projet de Mission Unité Aînée est vraiment une exception
par plusieurs aspects pour pouvoir être atterri aussi rapidement. Mais c'est sûr qu'un des mandats principaux que j'ai reçus depuis que je suis directeur de l'Office, ça va être de développer. Ouais. Donc, l'échéancier, donc printemps 2026? Oui. C'est ça? Exactement. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à la dernière minute parce que la pelletée de terre s'est faite il y a quelques heures. Il y a quelques heures à peine. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation et de nous parler de ce projet-là. C'est un plaisir, M. C'est un plaisir. Voilà. Après la pause, donc, on parle d'organismes communautaires, une manifestation pour avoir plus de soutien auprès du gouvernement tout de suite. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, 100% soccer. Oui, David Sauvry, entraîneur adjoint du CF Montréal, et ce sera suivi de Alex Maguisset où on jase des Celtics. Manquez pas ça. Il y a quelques semaines, il y a plusieurs organismes communautaires qui ont manifesté devant le bureau du député de Chambly, Jean-François Roberge. Et de ce nombre, on retrouvait la Corporation de développement communautaire du Haut-Richelieu. Je reçois d'ailleurs sa directrice générale, Nathalie Grenier. Bonjour, Mme Grenier. Bonjour, M. Tremblay. Je pense que vous étiez à l'origine de cette manifestation. Peut-être nous parler un peu le but de cette manifestation-là à Chambly. Oui, absolument. En fait, nous, on fait partie comme regroupement d'un regroupement national qui s'appelle la Table nationale des CDC. Et ce mouvement-là part de là, en fait, qui est une campagne où est-ce qu'on dit le Québec est KO. Le Québec est KO parce que, bien, vous savez, hein, on est dans une crise quand même assez importante. Le logement, l'itinérance, en santé, ça va mal dans tout, finalement. Puis, pendant la pandémie, on a vu que les organismes avaient pris le relais de bien des choses et on a démontré, en tant qu'organisme communautaire, qu'on était en mesure de répondre. Mais encore faut-il être financé à la mission de façon adéquate pour y arriver. Donc, c'est une demande de financement supplémentaire que vous demandez des différents paliers de gouvernement. Ça fait partie des demandes, mais évidemment, c'est l'ensemble de l'œuvre finalement, parce que ce qu'on revendique, c'est évidemment actuellement la problématique au niveau des logements. Ça prend plus de logements. On parle de logements abordables, mais abordable en ce moment, c'est pas nécessairement ça. C'est plus communautaire ou tout ce qui fait en sorte que les personnes qui sont vraiment à bas revenus, on parle pas ici nécessairement, en fait, uniquement des personnes qui sont sur l'assistance-emploi. On parle des personnes qui ont des revenus, mais qui ne suffisent pas actuellement à payer leur logement. Qui est un phénomène qui s'élargit parce qu'on en parlait pour la guignolée, justement. Là, on ne parle pas simplement de familles monoparentales, on parle vraiment de couples qui travaillent, qui ont des enfants, qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Tout à fait, tout à fait. En fait, les couples et aussi des familles, mais aussi les personnes âgées. Hein. On se rend compte que les personnes âgées, beaucoup ont de la difficulté à arriver. C'est pas tout le monde qui est en moyen d'aller dans un RPA. Et ça aussi, c'est un autre élément, là, les personnes âgées. Donc, il y a 3 thèmes qui sont ressortis là, de tout ça. Là. Donc, manque de logement, l'itinérance, la pauvreté. On a parlé de 2 des thèmes. L'itinérance, c'est un enjeu également parce qu'on en parlait justement là, lorsque j'ai interrogé les candidats à la mairie. Les 3 candidats ont parlé de l'itinérance, d'un problème qui est de plus en plus accru dans la région de Saint-Jean, n'est-ce pas? Ah, absolument. En fait, nous, il y a 5 ans, on mettait en place la table en itinérance au Richelieu-Rouville. Et l'idée de départ à ce moment-là, c'était de sensibiliser la population au phénomène d'itinérance cachée. On était vraiment dans un autre créneau et à ce moment-là, on pouvait dire qu'il y avait peut-être 1 ou 2 personnes là, qu'on voyait là, régulièrement là, qui étaient itinérantes. Puis on savait c'était qui. On savait c'était qui, oui. Exactement. On savait c'était qui. Il y a eu la pandémie, puis le phénomène s'est vraiment accentué et c'est là qu'on a vu que ça avait pris de l'ampleur, une ampleur démesurée, en fait. Parce que nous, on est parti avec l'idée de mettre en place une ressource 24/7 qui s'appelle le 240 aujourd'hui, là, la Maison Boutier. Et quand on a donné le mandat à l'organisme qui devait faire ce travail-là, on pensait avoir du temps pour le faire, mais ça n'a pas été ça. Rapidement, il a fallu mettre des choses en œuvre. C'est ce qui fait en sorte qu'on a opéré là, à l'auberge Harris pendant quelques années. Donc, vous voyez qu'on est passé de l'itinérance complètement cachée à une itinérance visible qui, de surcroît, maintenant, est complètement, je veux dire, on est passé de 2-3 personnes, comme on disait tout à l'heure, à pratiquement 200 personnes. Là. On est ailleurs. Là. Ouais. Donc,
quand on parle de logement, d'itinérance pauvreté, qu'est-ce que le gouvernement, les paliers de gouvernement peuvent faire? Bon, s'il n'y a pas seulement monétairement, il y a sans doute des choses qu'on doit faire. Qu'est-ce que vous demandez exactement? Bien, c'est certain qu'au niveau du logement, par exemple, d'exiger lorsque des promoteurs arrivent pour mettre en place des nouveaux édifices, d'exiger qu'il y ait une partie de ces logements-là qui soit dédiée à du logement à prix modique, là, si on veut. Mais quand on parle de prix modique, dans le fond, je dirais plus le 25 là, du revenu global de la personne ou de la famille. De mettre ces choses-là en place, ça peut être intéressant parce que il y a une chose qui est certaine, c'est que même si demain matin, on avait un terrain, c'est long faire sortir ça de terre. Puis ça prend des reins solides aussi. Puis nous, comme organisation, les organismes communautaires, on a beaucoup de volonté, mais il y a des choses qu'on n'a pas comme ça, par exemple. On n'a pas ces moyens-là, on n'est pas en mesure de pouvoir faire ça. Fait que oui, ça, c'est le genre de choses qui peuvent être mises en place. Est-ce qu'il y a eu des avancées concrètes depuis la manifestation, justement? Parce que je pense que la manifestation a eu lieu à la fin octobre, je pense. Oui, exactement. Non, en fait, la manifestation s'inscrivait également dans la mise à jour économique du gouvernement provincial. Et force est d'admettre qu'une fois qu'on a regardé cette mise à jour-là, il n'y a pas nécessairement d'éléments qui sont concrets qui vont faire la différence pour la suite des choses. On n'est pas là. Non. Il y a un autre dossier aussi, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Bon, quand on parle de pénurie de main-d'œuvre, on parle d'entreprise, on parle de commerce, mais ça touche aussi les organismes communautaires. Absolument. Puis, en fait, les organismes communautaires sont touchés de deux façons, je vous dirais. Il y a les employés, évidemment. Il y a des bénévoles aussi. Et on est aussi en pénurie de bénévoles. C'est une autre chose. Donc, on est doublement handicapés par rapport à tout ça. Mais en ce qui concerne la pénurie de main-d'œuvre, nous, on s'est rendu compte que ça va devenir problématique si les organismes ne changent pas leur façon de faire. Et à cet effet-là, on a mis en place durant toute la dernière année, on a fait un processus avec nos membres pour que nos ressources soient mieux outillées. Parce que depuis toujours, les organismes, lorsqu'ils sont mis en place, vont répondre à des besoins. On est un peu dans le judéo-chrétien. Hein? On partait, on mettait des choses en place. C'était des bénévoles, c'était uniquement des bénévoles. Après ça, là, le travail s'est professionnalisé. Et là, on a fait un travail de fond avec les groupes pour que, s'ils n'ont pas le financement nécessaire, qu'ils coupent dans les services. Parce que les employés, c'est le nerf de la guerre. Les employés, si on ne les a pas, si on n'a pas cette expertise-là, on ne pourra pas continuer. En fait, si on n'a pas des ressources humaines, on ne peut pas avancer, on peut pas aider les gens dans ce moment-là. Voilà, tout à fait. Et c'est important de prendre soin, justement, de notre personnel pour s'assurer qu'on puisse poursuivre. Fait qu'on a commencé ce travail-là et cette année, on est allé un pas plus loin. On a décidé d'offrir des rencontres aux membres des conseils d'administration. Parce qu'on le sait que les directions vont ramener l'information. C'est difficile de faire changer des façons de faire. Donc, on a mis en place cette rencontre-là, puis ça a été vraiment intéressant parce que les membres de conseil, on avait de l'information à leur apporter, mais on s'est rendu compte qu'ils étaient capables, eux autres même, de nous l'apporter, qu'ils sont conscients de la situation, ils sont conscients de ce qu'il faut mettre en place pour arriver à ne pas perdre, dans le fond, nos ressources. Ouais. En terminant, il y a des rendez-vous prochainement pour 2025, une rencontre avec les députés le 20 janvier, puis 2 rencontres avec les membres en février et en avril. Qu'est-ce qu'on attend de ces rencontres-là? Rencontre avec les députés, on va faire quelque chose de particulier cette année. D'habitude, on les invite, c'est eux qui ont plus la parole. Cette année, on va faire un panel de groupes organismes communautaires et les députés vont être à l'écoute, dans le fond. On va essayer de les pister, de documenter aussi leur dossier parce que, oui, on les approche pour des dossiers, mais s'ils n'ont pas l'information pour amener ça plus haut, c'est difficile pour eux aussi. Donc, on va essayer de travailler, parce que l'idée, c'est de travailler toujours en collaboration avec eux. Et nos rencontres de membres, on est toujours là, dans cette démarche là, pour s'assurer là, que les organismes prennent le bon virage, s'assurer de garder nos ressources. Mme Grenier, merci beaucoup et puis bonne chance dans toutes vos démarches et on espère que les organismes seront écoutés.
Merci beaucoup, M. Tremblay. Merci. On revient après la pause. Bonjour, je m'appelle Megan. J'adore la natation, la gymnastique et la bicyclette. Parfois, je dois faire les choses différemment. C'est l'association des amputés de guerre qui me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire mes activités préférées. Tout ça est possible grâce à la générosité du public. En donnant aux amputés de guerre, vous aidez les enfants amputés comme moi. Merci! Le service de police de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a lancé récemment le projet Sexto. Qu'est-ce que c'est? Bien, on va en parler avec Stéphanie Moreau, qui est commandant à la division des enquêtes criminelles à la police de Saint-Jean. Bonjour, Mme Moreau. Bonjour, M. Tremblay. Bon, qu'est-ce que c'est le projet Sexto? En fait, le projet Sexto, c'est d'abord un partenariat entre les écoles, le service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu et le DPCP Chambre Jeunesse. Comme vous le savez, on n'est pas les pionniers, là. Il y a le service de police de Saint-Jérôme en 2016 qui a lancé le projet Sexto. Et c'est effectué dans le but d'uniformiser nos interventions en matière de sextage, puis de donner des outils aussi tant aux intervenants scolaires qu'à nos policiers pour intervenir dans les situations de sextage. Bon. Qu'est-ce que c'est le sextage? Parce que c'est un phénomène, je pense, qui prend de plus en plus d'ampleur, là, qui fait la manchette de plus en plus. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Tout à fait. Donc, le sextage, c'est le fait d'échanger via les technologies de l'information des photos, des vidéos à caractère sexuel. OK. Sans le consentement de la personne qui le reçoit. En fait, ça peut être avec consentement. Ah oui, même avec consentement? Le sextage, c'est l'activité en soi, c'est tel que je vous l'ai décrit. OK. Par contre, c'est au niveau des infractions commises que là, peut-être que le consentement peut embarquer, mais sans rentrer dans les détails, même si on est consentant à une situation de sextage, techniquement, lorsqu'on distribue des photos à caractère sexuel et qu'on est, même si on a moins de 18 ans, ça peut rentrer dans les infractions de pornographie distribution, de pornographie juvénile. Bon. Un jeune qui est victime de sextage, que doit-il faire? Bien, en fait, c'est d'en parler à un intervenant scolaire ou au service de police. Donc, ce qu'on dit aux jeunes, c'est contacter votre service de police ou aller voir un intervenant scolaire si vous êtes aux prises avec une telle situation. Mais dans tous les cas, ne pas garder la situation pour eux. Il y a dans chaque école, dans le fond, les 7 écoles du territoire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, y compris l'école privée, là, Marcelin-Champagnat, l'école Saint John High School. Il y a des intervenants qui ont été formés dans chacune des écoles et qui savent comment intervenir. On se coordonne beaucoup là, ensemble. C'est sûr que c'est récent, l'implantation, hein? C'est début novembre, donc on est un petit peu en rodage, mais on a quand même effectué déjà quelques interventions en cette matière. Bon, vous en avez parlé. Ça a été instauré à Saint-Jérôme, je pense, en 2016. Tout à fait. Ça a été couronné de succès. Et là, il y a de plus en plus de corps policiers qui adhèrent à ce programme-là. Pourquoi Saint-Jean a décidé d'adhérer? Est-ce que c'est un problème que vous aviez remarqué qui est de plus en plus présent ici? Non. En fait, c'est pas parce qu'on a une problématique spécifique. On en a comme toutes les villes. C'est surtout à cause du succès du projet. Okay. Dans le fond, le projet propose une méthode d'intervention qui est plus novatrice, qui permet d'accélérer l'intervention parce que la clé de Sexto, c'est l'intervention rapide auprès du jeune. Si on pense aux enquêtes traditionnelles, ça peut se régler en plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est très long avant qu'il y ait une intervention. Et puis, on sait que ça peut avoir beaucoup d'impact au niveau des victimes, la distribution de telles photos. Donc, la clé de Sexto, c'est l'intervention rapide. Donc, rapidement, quand les intervenants sont saisis d'une situation de sextage, ils ont un protocole à suivre. Ils vont rencontrer les intervenants scolaires, là, ils vont rencontrer les jeunes impliqués. Ils vont essayer de mesurer l'étendue de la situation, l'étendue du partage, essayer de voir les intentions derrière le sextage. Et puis, s'il y a lieu, ils vont communiquer avec le service de police pour qu'on puisse intervenir par la suite. Le service de police, lui, va transmettre le dossier rapidement là, au DPCP, qui, lui, va rapidement nous conseiller si on devrait aller plutôt en rencontre de sensibilisation avec le jeune impliqué ou si on devrait aller vers une enquête traditionnelle et la judiciarisation. OK.
Vous avez parlé de formation. Je pense que Oui. les intervenants, puis même les gens qui travaillent en milieu scolaire sont formés spécifiquement pour ça. En fait, ils ont été formés exactement pour ça. D'ailleurs, pour intervenir via le protocole Sexto, ils doivent avoir reçu la formation, ce qui est le cas. Ils ont aussi eu, après une période de rétroaction, directement avec le DPCP qui répondait à leurs questions. Puis c'est sûr que c'est un petit peu continu. Le temps qu'ils ont des questions, nous, on est là pour y répondre. Même chose pour les policiers. Les policiers qui sont susceptibles d'intervenir dans les écoles ont reçu aussi la formation du DPCP directement. Puis, on a aussi nos enquêteurs qui sont susceptibles d'enquêter ce type de crime-là, qui ont été formés par le DPCP également. Je lisais aussi qu'il y a des dommages à ça. Les jeunes qui reçoivent ce genre de messages peuvent être très affectés par ça. En fait, c'est quand on est visé par une telle situation, souvent, on peut avoir des conséquences physiques, psychologiques, sociales, le trouble du sommeil, la difficulté, ça peut aller jusqu'aux idéations suicidaires, la difficulté de vivre avec ça, le fait que tout le monde peut-être a une image de nous qu'on ne souhaite pas avoir. Donc, les conséquences sont à ne pas prendre à la légère. C'est pour ça qu'on conseille aux jeunes de ne pas rester avec leurs problèmes et de se rendre voir un intervenant scolaire qui va pouvoir les aider ou de communiquer avec le service de police. Et quelqu'un, justement, qui a ces problèmes-là, donc il y a un suivi qui va être fait avec eux par la suite? En fait, c'est que si on s'en va en rencontre de sensibilisation, effectivement, les policiers vont effectuer un suivi auprès de la victime là, pour s'assurer de lui donner des ressources puis voir être capable de la référer aux bons intervenants, là, qui peuvent être plus outillés que les policiers pour répondre à ses besoins. Mais c'est sûr à 100 qu'il va y avoir des ressources qui vont être offertes et un soutien. Donc, dire aux jeunes, de toute façon, de ne pas hésiter, si jamais ils pensent être victimes de sextage, d'appeler soit la police ou les intervenants de l'école qu'ils fréquentent pour recevoir de l'aide et faire le suivi par la suite. Tout à fait, ils sont outillés pour faire ça. Bien, merci beaucoup et puis bon succès pour le programme. Ça fait plaisir, merci à vous. Voilà, ça complète pour cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine, mesdames, messieurs.